and welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur PDJ FM. Il est 18h07, bienvenue sur Azurément Sport pour ce 14e épisode de la saison. Au menu ce soir, l'OGC Nice remonte la pente contrairement à Monaco qui ne retrouve toujours pas le succès. Pour le rugby, le RCT victorieux en top 14 mais Nice vaincu en national. La Roca Team n'a pas passé sa meilleure semaine, surtout en Euroleague pour le basket. Et pour le dossier de la semaine, direction les rues de la Principauté avec la super spéciale du rallye de Monte Carlo. Mais avant ça, on fait un tour de l'actualité sportive de ce week-end avec vous, Louis Marmion. Le RC Grasse continue sa lutte au maintien en National 2 avec une nouvelle victoire. Face à Toulon, concurrent au maintien, les hommes de Loïc Chabat se sont imposés 2-1 à domicile. À 10 contre 11, les Grassois ont tué le match à la 88e avant tout de même une petite frayeur en fin de match. Troisième victoire de suite, Grasse remonte à la 10e place. C'était la dernière de janvier pour le RCG qui affrontera le FC 93 Bobigny dans 2 semaines. Pour la Escale, la rencontre n'a pas eu lieu. Les Dragons devaient affronter le FC hier, mais les conditions météorologiques ont contraint les autorités à suspendre le match. La partie est remise à ce vendredi, des Canois toujours sur le podium. Les Aigles ont buté face au Duc en Ligue Magnus. La marche était trop haute pour les Niçois, défaite 5-3 face à Angers. Les Aigles de Nice ont tout donné, mais les Angevins étaient les plus réalistes. Les Niçois vont devoir se relever très vite. Prochaine rencontre ce soir face à Anglette, 10e du classement. Nouvelle victoire pour les Sharks d'Antibes. Les Antibois affrontent à nouveau un concurrent direct, Saint-Chamond. Antibes n'a pas faibli à l'Azur Arena. Victoire arrachée au dernier quart-temps, 77-69. Prochaine rencontre à l'extérieur face à Chaland, dernier du classement en Elite 2. Victoire écrasante du Nice Volley pour la 17e journée de Marmara Spike League. Face à Plessis-Robinson, les Niçois n'auront eu besoin que de 3-7 pour plier leur rencontre. Les Aigles sont 6e au classement. Prochain rendez-vous de taille samedi contre Poitiers, 4e du championnat. Ce week-end, Isola 2000 accueillait 2 étapes de la Coupe d'Europe de snowboard cross. Carton plein pour les Français avec 11 podiums sur 12 possibles. L'Azuréenne Julia Pereira a également performé avec une seconde place dimanche. Une belle préparation avant les JO de Milan-Cortina. Direction l'actualité du ballon rond. Oh, le but sublime de Marnès à Cliouche, quelle inspiration de génie, et on en parle tout de suite dans Azurément Golf. Après avoir éliminé les Nantais en Coupe de France il y a 2 semaines, les Niçois ont dû remettre le couvert à la Beaujoire. Et cette fois-ci, les Aiglons l'ont fait avec la manière. Louis Marmion. Après leur lourde défaite face à Toulouse, l'OGC Nice se devait de réagir et la réponse n'a pas tardé. Le début de match est fermé, peu d'occasions de part et d'autre durant le premier quart d'heure. Mais sur une belle percussion de Jonathan Claus côté droit, Mohamed Ali Chaud reçoit le ballon à l'entrée de la surface et déclenche une frappe puissance à ras de terre. Anthony Lopez est battu et déjà 1-0 pour Nice. Nice a repris la main sur le rythme du match. À la demi-heure de jeu, Morgan Sanson, seul sur le côté gauche, adresse un centre. Mohamed Ali Chaud devance son défenseur et coupe parfaitement la trajectoire du ballon pour inscrire un doublé, 2-0 pour le gym. Mais les Aiglons sont sur une bonne dynamique et le troisième ne se fait pas attendre. 10 minutes plus tard, sur une combinaison niçoise côté droit, Jonathan Claus adresse un centre à ras terre. La défense nantaise dégage le ballon dans les pieds de Sofiane Diop qui n'a plus qu'à conclure 3-0 pour l'OGC. Mais en toute fin de première période, les Aiglons se relâchent. Sur un corner en 2 temps, Mostafa Mohamed place une tête rageante et permet aux Nantais d'y croire encore, 3-1 à la mi-temps. Première période où les hommes de Claude Puel ont été cliniques devant le but. Et en deuxième mi-temps, les Aiglons se sont fait peur, mais ils ont su gérer leur avantage. Oui, dans une seconde période plus timide, les Niçois auraient pu se faire surprendre une nouvelle fois sur coup de pied arrêté. À l'heure de jeu sur corner, Mostafa Mohamed dévie le ballon au premier poteau. Sa tête est repoussée par le montant. Grosse frayeur côté niçois. Dans la foulée sur un énième corner nantais, Tati place une tête à bout portant. Le sauveur n'est plus le montant, mais Jonathan Claus qui sauve le ballon sur sa ligne. En fin de match, sur une possession de balle niçoise, Louché seul aux 20 mètres tente sa chance. Le ballon est dévié par Tati et trompe Anthony Lopez, 4-1 score final. Une victoire qui fait du bien puisque Nice avait besoin de points. Les Aiglons prennent un peu d'air grâce à cette rencontre et se retrouvent 13e de Ligue 1. Prochain match à Ludogorets en Europa League. 4 jours après avoir subi la plus lourde défaite de leur histoire, Monaco devait rebondir au Havre. Les Monégasques devaient stopper l'hémorragie après 4 défaites de suite en Ligue 1, Louis. Sauf que le club du Rocher ne va pas mettre les ingrédients pour faire pencher le match en leur faveur. Après une demi-heure de jeu soporifique, le premier tir cadré monégasque arrive enfin. Une frappe de 25 mètres à ras terre signée Balogun, loin d'inquiéter le portier havrais. Mais les monégasques se réveillent peu à peu. C'est sur le côté droit que les monégasques cherchent à faire la différence. Sur un centre de Ouattara, le français trouve la tête d'Ileni Kena mais ne parvient pas à trouver le cadre. 0-0 à la mi-temps. Première période, pauvre en occasion si je comprends bien Louis, et la deuxième mi-temps ne changera rien pour Monaco. Les occasions se font rares, mais ce sont les Monégasques qui se procurent les plus dangereuses. Il faut attendre la 70e minute pour voir le club du Rocher se rapprocher du but havrais. Zakaria, bien servi sur le côté de la surface de réparation, tente sa chance, mais son plat du pied enroulé ne trouve pas le cadre. Quelques minutes plus tard, sur un centre mal dégagé de la défense havraise, le ballon atterrit sur Balogun, l'Américain enroule. Le portier claque le ballon au-dessus de la barre.
Le score en restera là, 0-0 au stade Océane. Un match pauvre en spectacle et une équipe monégasque qui n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 29 octobre. Des contre-performances qui font chuter l'ASM dans la deuxième partie du tableau. Il va falloir se ressaisir, les monégasques reçoivent demain la Juventus en Ligue des Champions. On continue avec le rugby. Dans un match décalé de samedi à dimanche en raison des conditions météorologiques dans le Var, le RCT s'est imposé au forceps 30-27, un succès qui leur permet de se hisser à la 4e place du top 14, à égalité avec le Stade français. Mais pour les Toulonnais, il aura fallu batailler Joseph Jaricot. Dani Priso avait prévenu en conférence de presse, ça va cogner. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le pilier gauche avait raison. Dans un match opposant le 5e au 6e au coup d'envoi, l'intensité a été de tous les instants. Si les Varois ouvrent le score grâce à une pénalité de Marius Daumont, c'est le MHR qui a inscrit le premier essai en force par Wilfried Patin après 5 minutes proche des lignes, 7-3 à la 10e minute. Malmené par la défense montpelliéraine, le RCT se récompense de nouveau au pied pour revenir à une longueur des visiteurs, 6-7, 22e minute. Mais Toulon est indiscipliné et le paye cash. Lewis Ludlam écope d'un carton jaune pour une faute cynique et la situation profite à Montpellier. Christopher Tolofua a aplati un deuxième essai après un groupé pénétrant. Transformé par Domingo Miotti, 14-6, puis 17-9 à l'approche de la mi-temps. Après Toulon, c'est Montpellier qui se retrouve en infériorité numérique avec le jaune d'Alexandre Béconnier. Et juste avant le retour au vestiaire, Gaël Dréan, appelé en équipe de France pour préparer le tournoi à destination, justifie sa présence avec les Bleus. Lily récupère un ballon d'attaque, casse la ligne défensive et accélère pour marquer le premier essai toulonnais de la rencontre. L'essai est transformé par Marius Daumont. Les hommes de Pierre Mignoni peuvent souffler, ils sont revenus à un point seulement, 16-17. Et en deuxième période, on a le droit au festival Marius Daumont. Déjà efficace face aux Perches en première mi-temps, l'arrière s'est montré en seconde période. C'est lui qui est à la réception d'un petit coup de pied rasant de Kowi pour inscrire le deuxième essai toulonnais et permettre aux Rouges et Noirs de repasser devant à la 50e. Impérial au pied, il transforme le troisième essai varois de Beka Gigashvili. Toulon a pris l'ascendant physique et mène 30-20 à l'entrée du dernier quart d'heure. Mais Montpellier se rebiffe et Toulon doit s'employer pour conserver la victoire. À 10 minutes de la fin, le talonneur remplaçant Jordan Welese permet aux Cistes de revenir dans les clous du bonus défensif et à seulement 3 points des locaux après transformation, 30-27. Les dernières minutes sont haletantes, Montpellier pousse mais Toulon résiste à l'image de ce contre-rock dans leurs 22 mètres à la 76e minute. Et sur la dernière touche, à la 80e, David Ribans contre le ballon. Toulon s'impose dans la douleur et monte à la 4e place du top 14. Le week-end prochain signe le premier match de la période des doublons. Toulon se déplacera à la section paloise, deuxième du championnat. Ça sera dimanche soir à 21h. Eux étaient en déplacement en région parisienne. Vendredi dernier, les Niçois affrontaient Massy, quatrième du championnat, avec l'envie de terminer la 17e journée en première position. Dans des conditions peu évidentes, les Aigles ont concédé leur première défaite depuis 5 matchs. 10-13, les Niçois récupèrent tout de même la première place de national grâce au point du bonus offensif. C'est l'essentiel, Joseph. Ce n'était pas un match pour les romantiques. Sous une pluie battante, les Azuréens ont d'abord bien géré les éléments. Malgré 3 premiers points inscrits par Anselme Cellier pour Massy, Flavio Aschini a débloqué le compteur au pied, 3-3 juste avant la demi-heure de jeu, avant que Clément Eguiziano n'aille aplatir le premier essai à la 34e, transformé, permettant au Nice Rugby de mener 10-3 à la mi-temps. Tout roule et tout glisse pour les hommes de Gareth Baber, mais la deuxième période n'a pas été aussi bonne que la première. Clément Eguiziano au micro de Bastien Rag et Quentin Barbaza. J'ai trouvé qu'on n'était pas assez réaliste sur la deuxième période. On manque des points au pied. On arrive dans les 5 mètres adverses, mais on n'arrive pas à passer la ligne. On fait des fautes de main, des pénalités, etc. contre nous. Donc on repère du terrain et on met du temps à reprendre de l'avancée. Donc je pense que ce manque de réalisme a fait que voilà, le score a basculé pour Massy. Un essai de pénalité concédé à la 60e, puis une pénalité convertie par Anselme Cellier à 7 minutes de la fin. Et voilà les Massicois qui passent devant, 13-10. De quoi assurer la victoire malgré une forte pression niçoise en fin de match. Défaite avec le bonus défensif pour les Niçois qui montent malgré tout à la première place de national avec 59 points. À égalité avec Massy. Regrettable mais pas rédhibitoire pour Massimo Ortolan, toujours au micro de Bastien Rag et Quentin Barbaza. C'est un coup d'arrêt parce qu'on sortait de 4 victoires très satisfaisantes. Après, c'est pas une fin en soi, il y a très peu d'équipes qui ont gagné ici. Voilà, après, ce qui est bien, c'est qu'on a l'occasion de pouvoir se racheter dès la semaine prochaine à domicile. Et ce samedi, les Aigles recevront Niort au stade Marcel Volo avec la volonté de repartir vers l'avant, car une contre-performance face au 9e du championnat pourrait mettre en difficulté les velléités de monter en Pro D2 des Niçois, ce qui est inenvisageable pour Clément Eguiziano. Les yeux avec l'effectif qu'on a, le groupe qu'on a,
les qualités qu'il y a dans ce groupe, moi personnellement je le verrais comme un échec. Donc voilà, nos objectifs sont élevés, on le sait, et pour ça il faut faire une bonne prestation et continuer à faire de bons matchs. Les Aigles n'ont donc plus le droit à l'erreur s'ils veulent s'envoler vers d'autres cieux, nommés Pro D2. Coup d'envoi de la prochaine rencontre samedi à 18h pour retrouver la victoire très rapidement. Direction les parquets avec la Roca Team. Three Mike James. C'est parti pour Azurément Clutch. Semaine compliquée pour la Roca Team en Euroleague. On les pensait intouchables avec une série de 11 victoires, mais 2 défaites en Euroleague, dont une fatale face à l'Étoile Rouge de Belgrade, a fait chuter les ambitions monégasques. Mathéo Jeune. On a vécu un ascenseur émotionnel mardi dernier à Gaston Médecin. Pourtant, le scénario a failli tourner favorablement pour la Roca Team. Les hommes de Vassilis Panoulis ont mis 10 minutes à rentrer dans leur match. En face, l'Étoile Rouge en a profité, porté par un visage bien connu, Donatas Motijounas. L'ancien de Monaco n'a fait aucun cadeau à ses ex-partenaires, inscrivant 27 points avec son compère Ebuka Izundu dès le premier quart-temps. Monaco a compté jusqu'à 18 points de retard, on pensait alors la Roca Team assommée, mais c'était sans compter sur leur orgueil. Sous l'impulsion d'Alpha Diallo, Monaco a recollé pour reprendre les commandes à la fin du 3e acte. On pensait alors que le plus dur était fait, surtout quand Monaco mène de 10 points à 4 minutes du terme, mais le money time a été fatal, n'est-ce pas Mathéo ? Monaco a pêché par manque de lucidité, mais surtout par un manque physique dans les airs. 50-37, c'est le bilan au rebond. Belgrade a fait mal aux Monégasques dans la raquette. Malgré les 19 points d'un Alpha Diallo héroïque, Monaco a laissé les Serbes arracher la prolongation. Un 6-0 encaissé d'entrée, un Mike James en panne d'adresse à 3 sur 16 au tir. La sanction est tombée 96-100, une défaite frustrante. Et la semaine ne s'est pas du tout arrangée avec ce déplacement jeudi à Madrid. Eh bien malheureusement non Anthony. On attendait un choc au sommet entre 2 cadors à égalité au classement, mais la Roca Team a vécu une soirée qu'elle préférerait oublier. Un score final de 90-78 pour le Real. Dès le premier quart-temps, Madrid a imposé son rythme. Côté Monaco, Mike James a été le seul à essayer d'éclairer le jeu monégasque, mais a manqué trop de fois d'adresse. À la pause, l'écart était déjà un gouffre, 54-31. Moins 23 points à la mi-temps, à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Mais on connaît cette équipe de Monaco, au retour des vestiaires, les hommes de Vassilis Panoulis ont essayé de changer la donne. Sous l'impulsion d'un Mathieu Stradzel courageux derrière l'arc et d'un Nikola Mirotic qui s'est enfin lâché dans le dernier quart-temps, Monaco a recollé. Ils sont même revenus sous la barre des 10 points à 5 minutes de la fin grâce à un gros shoot d'Elio Kobo. On s'est pris à y croire. Le public madrilène a commencé à douter, mais le Real a vite calmé l'enthousiasme adverse. Walter Tavares a verrouillé la raquette et les madrilènes ont fini par s'assurer une 6e victoire de suite. Monaco chute au classement et atterrit à la 6e place après cette 24e journée d'Euroleague. Il se devait de rebondir en Betclic Elite ce dimanche pour la 17e journée. Alors les Monégasques ont-ils réussi à reprendre confiance lors de leur voyage à Saint-Quentin, Mathéo ? L'objectif pour la Roca Team était de se relancer et de garder leur avance en tête du championnat. Le déplacement à Saint-Quentin aura été une formalité pour les hommes du Rocher qui s'imposent 98-73. Sans Nikola Mirotic ni Ili Kobo laissés au repos, les Monégasques ont très vite dominé en inscrivant 11 points en 4 minutes signé Alpha Diallo. Avec de nombreux tirs à 3 points, les snipers de la Roca Team vont s'en donner à cœur joie. 41-59 à la pause. Monaco va revenir des vestiaires plus tranquillement. Le coach grec va faire tourner, mais l'écart entre les deux équipes était trop important pour être comblé. L'AS Monaco reste premier de Betclic Elite en reprenant une victoire d'avance sur Nanterre. Prochaine rencontre ce vendredi en Euroleague contre les Italiens de Bologne. Les Monégasques voudront se racheter après ces 2 défaites. C'est un rallye que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Cette soirée de samedi méritait bien 18 ans d'attente. Un retour très attendu. À l'époque, Sébastien Ogier n'était qu'un simple champion du monde junior. Une super spéciale pas comme les autres, avec notamment des conditions extrêmes, Nathan Brouard. En effet, une soirée dictée par la pluie et des conditions dantesques, du vent, des bourrasques, mais surtout une pluie battante. Ce qui n'a pas refroidi les 25 000 spectateurs présents sur le Rocher. Un véritable carton plein pour le retour du circuit urbain monégasque en WRC. Et donc de nombreux spectateurs sont venus, mais quel spectacle ont-ils eu, Nathan ? Qui dit météo de folie, dit scénario de folie. Cette super spéciale s'est jouée sur 2 tours d'1 km 35, très glissant. C'est le français Adrien Fourmont et sa Hyundai qui s'en est le mieux tiré en remportant cette 13e épreuve chronométrée devant le japonais Takamoto Katsuta en Toyota. Le belge Thierry Neuville, également en Hyundai, est 3e. La Toyota du nonuple champion du monde Sébastien Ogier, quant à elle, a terminé 4e. Une configuration pas trop au goût de notre français, très déçu. Je cite, « Je trouve que nous avons tous les ridicules ici, une course originale qui dénature le rallye. » Malheureusement, il n'était pas au bout de ses peines. Il restait encore 4 courses et la mythique spéciale entre le col de Brosse et Turini dimanche. Et au final, dimanche soir, qui l'emporte ?
À l'entame de cette ultime journée, Ogier était au 3e rang du classement général, mais le quadragénaire accusait plus d'1 minute 25 sur son jeune rival suédois, Oliver Solberg, tout nouveau chez Toyota dans la catégorie Rallye 1. Finalement, les pilotes ont pu goûter un peu de soleil azuréen après ces 3 jours d'enfer. Le Suédois n'a pas failli et remporte le mythique Rallye Monte-Carlo avec sa Toyota d'usine, reléguant ses 2 aînés et coéquipiers, le Britannique Elfyn Evans et le Français Sébastien Ogier. Le Scandinave novice en WRC s'impose dès sa première apparition en catégorie Rennes. Il aura maîtrisé de bout en bout ses 4 jours et ses 17 épreuves chronométrées. Avec cette victoire, le fils de Peter Solberg, champion du monde des rallyes en 2003, devient le plus jeune vainqueur du rallye de Monte-Carlo, créé en 1911, la plus renommée au monde. Un week-end parfait pour les fans d'automobile. Monte-Carlo a vibré, tremblé, glissé. 18 ans d'attente pour un retour déjà historique et un vainqueur qui incarne l'avenir du rallye mondial. Il est temps de passer au quiz du chef. Vous connaissez la formule, une question par personne. Je rappelle tous mes chroniqueurs et on va commencer avec toi, Nathan, qui était au rallye, à la super spéciale du rallye de Monte-Carlo. Petite question, qui a remporté le rallye de Monte-Carlo, le rallye, pas la super spéciale, en 2008, là où il y avait la dernière super spéciale. Je vais dire Sébastien Loeb. C'était ça, c'était Yes. facile, c'était Sébastien Loeb qui venait de remporter son 5e rallye de Monte-Carlo. Matteo, pardon, qui a suivi les 3 matchs de basket avec sérieux, j'imagine, qui a été le meilleur scoreur de Monaco contre Saint-Quentin. Alors t'as de la chance parce qu'il y en a 2, ils sont à égalité. Facile. Petrovic. Oh là là. C'est le meilleur scoreur de Monaco, attention. Oui, Petrovic ne joue pas à Monaco. Contre Saint-Quentin. Alpha Diallo. Non. T'as lu ta chronique? Non, c'était Mike James et Okobo qui étaient à 19 points. Et oui. Du coup, question pour Joseph avec le rugby, question sur le RCT. Le prochain match, c'est contre la section paloise à l'extérieur. Sur les 5 derniers matchs entre Toulon et la section paloise, combien de matchs ont remporté la section paloise? Un seul. Et non. 0. C'était 2. C'était 2. Le dernier le 17 mai 2025 et le second le 24 février 2024. Dernière question pour Louis, question football. Jeudi dernier, Nice remporte un match en Europa League. Ouais. C'est très très bien. Oui, c'est historique même. Historique. Avec notamment un doublé de Thiago Gouveia. Ouais. Alors, qui était le dernier Portugais à avoir marqué avec l'OGC Nice? Waouh. Si tu peux avoir des indices parce que c'est vrai que c'est pas facile. Est-ce que ce serait pas Pereira Non. Ricardo Pereira. Ouais. Non, c'est pas ça. Ça aurait pu. C'est vrai que c'est l'un dernier. Ouais, Un joueur passé ça aurait par pu être lui. Lille, un joueur passé par Monaco. C'est. C'est qui? Attention, en régie on l'a. C'est un ailier droit, c'est un attaquant. C'est un Passé par ailier. Monaco et par. Et Lille. Il a fait aussi 3. Il a fait les équipes jeunes de Benfica, de Manchester City. Je l'ai pas. C'est Ronny Lopez, Ah, Ronny exactement. Lopez, et c'est c'était vrai qu'il est le passé 9 par Nice. mai 2021 contre Brest. Non. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Thomas Chastan, notre régisseur. Et merci à mes chroniqueurs présents ce soir à mes côtés. Bonne soirée et à la semaine prochaine sur EDJ FM.